Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler de l'utilisation de ces techniques de support respiratoire non invasives spécifiquement dans l'épidémie de Covid-19. Et spécifiquement, en fait, on m'a demandé de refaire le point sur l'évolution de la stratégie d'utilisation de ces dispositifs parce qu'il y avait pas mal de questions des paramédicaux là-dessus. Donc, effectivement, au départ, quand ils ont édité, quand les premières recommandations avaient été éditées, à la fois l'Organisation mondiale de la santé et un certain nombre de sociétés scientifiques, dont la SRLF, avaient émis des recommandations assez réservées concernant l'utilisation de ces dispositifs. Au nom du principe de précaution sur une crainte sur la sécurité des soignants et puis dans un contexte d'interrogation sur la pertinence à utiliser ces dispositifs dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus et puis on verra ensuite après où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment on a avancé là-dessus. Donc, quand on parle de techniques de support respiratoire non invasif dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, en fait, qu'est-ce qu'on attend de ces dispositifs? On attend que ça nous permette d'éviter l'intubation et, ce faisant, d'améliorer le pronostic des patients. Donc, je vais passer un peu vite là-dessus. Je le fais rapidement parce que c'était l'objet du topo d'avant. Mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les dispositifs? Le haut débit, est-ce que ça permet ça? Peut-être, mais c'était quand même assez encore discuté et l'objet de débat. La VNI, c'est plutôt non, avec un petit bémol sur... vous avez peut-être entendu parler de la VNI qui se fait avec le helmet, cette espèce de bulle en plastique. C'est un peu à part, probablement à considérer un peu à part de la VNI classique parce que c'est pas les mêmes réglages, c'est pas la même façon. Donc ça, peut-être, il y a des études qui étaient positives, mais pas beaucoup. C'était beaucoup discuté, c'est assez nouveau. Donc peut-être que ça permet de remplir ces objectifs-là. Et ensuite, je vous parle un peu de la CPAP ici. La CPAP, c'est quoi? C'est en fait de la PEP, en fait. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une valve de Boussignac. C'est un dispositif qui permet de faire de la CPAP sans ventilateur. Mais en fait, ça se fait aussi avec un ventilateur qui est réglé avec uniquement de la PEP sans aide inspiratoire. Donc, est-ce que la CPAP, ça permet de remplir ces objectifs-là? Si la cause de votre insuffisance respiratoire aiguë, c'est un OAP, oui. On vous fait de la VNI souvent sur les OAP, mais on pourrait faire aussi de la CPAP. Par contre, si la cause de l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est autre chose que de l'OAP, ce n'est pas une indication. Mais en réalité, parce qu'il y a des études qui avaient montré que ça ne fonctionnait pas, en réalité, c'est un concept qui revient un petit peu à la mode et on commençait à se demander est-ce qu'il ne faut pas réévaluer ce concept-là. Donc, on a vu finalement beaucoup de discussions sur est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Indépendamment de ça, on est inquiet de savoir si finalement pour certains malades, ce n'est pas délétère d'utiliser ces dispositifs-là, puisque ce qu'on sait, c'est que les gens qui sont intubés en échec de ces techniques, c'est eux qui ont le pire pronostic de tous. Et donc, probablement, ce dont on discute beaucoup aussi sur un autre concept dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le PSIDI. C'est quoi le PSIDI? C'est le Patient Self-Inflicted Lung Injury. C'est qu'on pense que les patients qui sont en grande détresse respiratoire, en ventilation spontanée ou avec ces techniques non invasives, ils peuvent en fait s'abîmer et aggraver leurs lésions en respirant en ventilation spontanée. Et donc finalement, la question de est-ce que c'est mieux de vouloir à tout prix essayer de passer le cap avec une technique non invasive? Est-ce que c'est mieux de faire ça ou est-ce que c'est mieux au contraire d'intuber les patients plus précocement de manière à pouvoir mettre les muscles respiratoires au repos, etc. et puis contrôler un peu mieux les choses? Ça, c'est une vraie question qui fait discuter beaucoup les réanimateurs en congrès. C'est vraiment une vraie question. Et la question de à quel moment il faut intuber le patient, en fait, c'est pas si clair que ça dans ces problématiques-là et on en parlait beaucoup. Donc, à côté de ce débat-là, la question du risque infectieux potentiel qui est associé à ces techniques. Alors, pourquoi on a peur de ça? Eh bien, tout ça, ça vient beaucoup des épidémies antérieures de pneumonie virale et notamment de l'épidémie de SRAS qui a eu lieu au début des années 2000 en Asie, qui n'est pas arrivé tellement jusque chez nous. Mais là-bas, en tout cas, il y a eu beaucoup de soignants qui ont été contaminés il y a des soignants qui sont allés en réanimation, qui sont morts, etc. Donc, c'est quelque chose qu'évidemment, on veut absolument éviter. Et donc, toutes ces techniques qui sont autour du respiratoire, évidemment, on craint que ça puisse démultiplier le risque en faisant se répandre beaucoup de gouttelettes et d'aérosols infectants dans l'environnement. Donc,
Est-ce que vraiment ces techniques sont à risque? C'est difficile à évaluer. Suite à l'épidémie de SRAS, il y avait eu des travaux qui avaient été faits un peu épidémiologiques où on regardait les soignants qui avaient attrapé le SRAS par rapport à ceux qui ne l'avaient pas eu, qui avaient fait quoi, etc. Et en faisant comme ça des choses qui méthodologiquement ne sont pas simples, avaient montré en tout cas que la VNI avait considéré que la VNI c'était une des procédures à risque et ça faisait même partie des procédures les plus à risque. Le haut débit, ça n'avait pas été évalué parce qu'à l'époque, on ne faisait pas tellement de haut débit. Il y a aussi des gens qui ont fait tout un tas d'études expérimentales pour essayer de recréer les conditions d'un patient sous technique non invasive et puis regarder si, avec telle ou telle technique, il y avait plus ou moins de production d'aérosols. C'est quand même très difficile, ce genre d'études, parce qu'il n'y a pas de méthodologie qui est validée. On ne sait pas si ces expériences, elles reflètent vraiment la vraie vie. Mais donc, il y avait des choses qui avaient été faites, mais bon, sans que ça permette vraiment de rassurer. Et surtout, on a un peu découvert toute cette littérature-là à laquelle on n'avait pas tellement été inquiété par ce problème avant. Donc, du coup, effectivement, les premières recommandations de pas mal de sociétés savantes, c'était on va plutôt être très prudent avec cette technique-là initialement. Et puis, il y avait aussi eu pas mal de consignes pour essayer de limiter un peu l'impact de ces procédures génératrices d'aérosols. Vous aviez peut-être vu, entre autres, cette vidéo. Donc, est arrivée la première vague, donc confrontation avec le terrain. Donc, pour illustrer ça, je vous fais défiler quelques photos qui ont été prises par Justine Dielot, qui est une infirmière avec qui je travaille, qui a fait des très belles photos de notre service et de l'activité qu'on a eue pendant le Covid. Donc, la première vague est arrivée, on a été confronté un petit peu au terrain, et puis effectivement, on s'est rendu compte très rapidement que la question de limiter l'intubation, c'était vraiment devenu un enjeu crucial, parce qu'en voyant quelle trajectoire prenaient les patients post-intubation, ils sont vraiment graves, ils restent intubés très longtemps. Et puis aussi, il y a une vraie dimension collective à cette question, parce que on est arrivé dans des enfin, je vous apprends rien, vous avez bien vu les histoires de pénurie de lits, on n'a pas assez de lits, on ne va pas avoir assez de ventilateurs, on n'a pas assez de personnel qualifié. Donc, tous les patients, les gens à qui on peut éviter l'intubation, c'est aussi quelque chose qui est important pour la collectivité. Et puis, tous ces dispositifs non invasifs, c'est aussi plus facile à faire en dehors de la réanimation, puisqu'on peut les mettre dans des services de pneumo avec des paramédicaux qui ont un peu moins l'habitude, qui n'ont pas besoin d'avoir tout le bagage que vous avez en tant qu'infirmier de réanimation. Et donc, c'est ce qui a été fait, en fait, finalement. Ces techniques ont été finalement utilisées assez largement et ça a donné lieu à un certain nombre de publications qui vont rapporter un petit peu l'expérience des gens de l'utilisation de ces techniques. Alors, pour le haut débit, il y a cette étude française qui a comparé des patients qui ont reçu du haut débit par rapport à des patients qu'on jugeait comparables et qui n'en ont pas eu. Et cette étude montrait qu'il y avait quand même moins d'intubation dans le groupe de patients qui avaient eu de la VNI par rapport à ceux qui avaient eu de l'oxygène. Par contre, il n'y avait pas de différence au final sur la mortalité. Il y a une autre étude espagnole. Eux, ils ont comparé, c'est un peu différent ce qu'ils ont fait, ils ont comparé les gens qui ont eu du haut débit par rapport aux gens qui ont eu une intubation immédiate. Donc là, en fait, on compare la stratégie « j'essaie de passer le cap en faisant du haut débit » avec la stratégie « j'intube le malade tout de suite parce que je trouve qu'il est grave et qu'il ne faut pas traîner ». Et donc, en essayant de comparer des patients qui avaient eu l'une ou l'autre des stratégies, ils ont montré qu'il y avait quand même plus de jours sans ventilation dans le groupe de patients qui avaient eu le haut débit. Il y avait eu donc un taux d'intubation qui était de 38%, mais globalement, ça réduisait un peu ça réduisait le nombre de jours de ventilation mécanique au total sur l'ensemble des patients. Là non plus, pas d'effet sur la mortalité. Alors, ces deux études montrent un effet potentiel bénéfique du haut débit sur l'intubation et sur le nombre de jours sans ventilation, le nombre de jours de réadmission. Attention, ce n'est pas des essais contrôlés randomisés. C'est des études rétrospectives, donc il y a toujours des biais dans une étude rétrospective, parce que pourquoi on a fait tel traitement à l'un et pas à l'autre, peut-être qu'on a fait systématiquement des plus graves. Donc on a des petites choses statistiques
pour essayer de comparer que des patients qui avaient l'air d'être vraiment pareils, mais néanmoins, ça ne vaut pas méthodologiquement un essai contrôlé randomisé. Mais ça, ajouté à toutes les études qu'on avait déjà, c'est vrai qu'on se dit, quand même, bon, c'est encore un argument en faveur du haut débit. Donc, c'est à confirmer par un essai contrôlé randomisé. Et donc, on a parlé de l'étude SOHO dans le topo d'avant, et peut-être dans votre service, vous participez à cette étude. Donc sur la VNI, est-ce qu'il y a eu des papiers ? Oui, il y a eu justement une étude contrôlée randomisée qui faisait de la VNI avec ce fameux Helmet et qui comparait là des patients qui avaient la VNI et des patients qui avaient du haut débit. Alors eux, ils ont réussi à faire un essai contrôlé randomisé parce qu'en fait, leur étude, ils n'avaient pas prévu le Covid, c'était prévu de manière générale. Et puis en fait, leur essai était prêt à débuter au moment du Covid, donc c'était du bol pour eux, ils ont pu inclure plein de malades. Et ils ont terminé cette étude très rapidement, ils l'ont publiée et ils montrent qu'il y a moins d'intubation dans le groupe avec le Helmet. Concernant la CPAP, c'est pour ça que je vous en parle, en fait la CPAP ça a été beaucoup utilisé pendant l'épidémie de Covid-19, alors ça dépend un peu des pays, les Italiens l'ont beaucoup utilisé. Après les Italiens ils utilisaient déjà, ils ont des pratiques un petit peu différentes de nous sur la CPAP et la VNI, ils utilisaient déjà un peu ça. Mais en tout cas, par exemple, ils ont montré qu'à un moment, ils ont fait une étude un jour donné et ils avaient beaucoup de patients en non-invasif et ils avaient autant de patients sous CPAP dans leurs hôpitaux quasiment que de patients intubés. Donc ça a été beaucoup utilisé. Ça ne veut pas dire, ce papier ne permet pas de dire si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ça a été fait assez largement. Ici, c'est les pneumologues de la Pitié-Salpêtrière qui ont publié un petit peu leurs résultats. Ils ont c'est une étude observationnelle qui dit qu'en fait, à partir du moment où eux, ils se sont mis à utiliser dans le service de pneumologie qui était reconverti en soins intensifs Covid, ils se sont mis à utiliser de la CPAP alors qu'avant, ils faisaient simplement de l'oxygène. Et ils disent, depuis qu'on utilise la CPAP, eh bien, on a augmenté le taux de survie sans intubation de nos patients. Donc ça, c'est une étude rétrospective observationnelle. Normalement, ce genre d'étude, c'est même pas publié dans les journaux parce qu'on considère que méthodologiquement, ça n'a pas un haut niveau de preuve. Mais voilà, avec le Covid, il y a eu beaucoup d'expériences comme ça rapportées. Et il est probable que dans le futur, en tout cas, on entende peut-être reparler de la CPAP dans le traitement de l'insuffisance respiratoire hypoxémique. Alors, qu'est-ce qu'on a appris maintenant sur le risque infectieux qui était associé avec ces techniques ? Alors, il n'y a pas d'études qui répondent directement à la question, mais néanmoins, ce qui a été constaté, et ça fait l'objet de plusieurs publications qui concordent, c'est de dire que finalement, de tous les personnels de santé d'un hôpital, ceux qui ont le moins été contaminés, c'est les soignants de réanimation. Donc ça peut vouloir dire deux choses, ou les deux, l'une ou l'autre, ou les deux en même temps, un peu des deux. C'est que soit finalement tout ce qu'on fait en réanimation, et y compris l'utilisation de ces techniques-là, c'est pas si contaminant que ça. Ou alors ça l'est, mais peu importe, parce que dans tous les cas, on est bien protégé par nos équipements de protection individuelle. Alors, il y a des gens qui ont essayé de refaire du coup des études expérimentales parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur mais non, oui, non, faut utiliser ces techniques, faut pas s'en priver. Donc, il y a des gens qui essaient de reproduire des études expérimentales pour définitivement trancher la question de est-ce que oui ou non c'est à risque. Finalement, il semblerait, à l'issue de tout ça et puis de tous les débats qu'il y a eu autour, il semblerait que finalement, ce qui compte vraiment, c'est surtout ce qui dépend du patient en lui-même, parce qu'il y a des grosses variabilités d'un patient à l'autre. Et ce qui semble le plus important, c'est ce qui revient du patient en lui-même et de sa manière de respirer, plus de ce qu'on va lui mettre sur le nez. Donc, en conclusion de tout ça, c'est toutes ces choses qui ont un petit peu fait évoluer les pratiques et les recommandations. Et actuellement, donc, les recommandations, en tout cas de la SRLF, c'est que l'oxygénothérapie à haut débit nasal, c'est recommandé dans le Covid-19. La VNI continue de ne pas être recommandée parce qu'il n'y a pas de nouveaux papiers sur la VNI. La CPAP, on ne le recommande pas parce qu'il n'y a pas de papier qui permet de le recommander, mais néanmoins, on dit que bon, pourquoi pas en mode dégradé, comme ça, quand il y a beaucoup de malades, on peut peut-être l'utiliser. Voilà, donc vous aurez compris, ce n'est pas terminé. Il y aura probablement des choses qui vont encore évoluer. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans les aspects positifs de cette pandémie, ça nous aura probablement permis d'avancer un petit peu dans ce débat de quelle est la meilleure prise en charge pour l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Et puis, donc là, je vous ai dit des choses un peu rassurantes sur les risques infectieux. Après, attention, c'est un peu comme avec le vaccin, on continue quand même les gestes barrières. Donc, je vous encourage à rester quand même
prudent dans votre pratique de tous les jours. Voilà.